Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Une frappe israélienne a visé la localité de Kfour, dans le sud du Liban. L'armée israélienne affirme avoir également frappé 4 points de passage le long de la frontière syro-libanaise qu'elle accuse le Hezbollah d'utiliser pour le trafic d'armes. Ces frappes surviennent après l'élimination de membres du Hamas, du Hezbollah, des avertissements qui ont causé des déplacements massifs de population au Liban Sud. Depuis la crise de 2019, motos et scooters ont envahi les routes libanaises, une solution économique devenue phénomène massif, souvent anarchique, avec près de 2 millions de deux roues en circulation selon l'Ayasa, alors que les permis ne sont plus délivrés. Depuis la crise de 2019, les routes libanaises ont changé de visage. Motos et scooters ont envahi les rues, devenant l'alternative la plus accessible face à l'effondrement économique. Flexible, peu gourmand en carburant et moins cher qu'une voiture, les deux roues sont désormais omniprésents, au point de transformer la circulation en une véritable fourmilière mécanique, souvent au mépris du code de la route. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le service mécanique et le Bureau Information Internationale, plus de 50 000 motos et scooters ont été importés chaque année en 2023 et 2024, un chiffre en nette hausse comparé à 29 102 unités en 2021, puis 47 077 en 2022. Entre 2017 et 2022, le total a atteint 177 388 importations. Mais cette réalité reste largement sous-estimée. Alors que l'Ayasa estime à 2 millions le nombre de motos circulant au Liban, seuls 289 000 étaient immatriculés en 2022, soit environ 20%. La crise sécuritaire en Syrie déborde désormais sur l'Irak. Après le retrait des forces kurdes et l'entrée de l'armée syrienne dans le camp d'Al-Hol, Bagdad accepte de juger des centaines, voire des milliers de djihadistes de l'État islamique transférés depuis la Syrie par les États-Unis. C'est une décision qui pourrait redessiner la carte judiciaire du djihadisme régional. L'Irak a annoncé l'ouverture de procédures judiciaires contre des prisonniers du groupe État islamique transférés depuis la Syrie dans le cadre d'une opération menée par l'armée américaine. Washington a déjà acheminé 150 détenus depuis la région syrienne de Hasakeh vers un site sécurisé en Irak et jusqu'à 7000 prisonniers pourraient suivre. Parmi eux, des Irakiens mais aussi de nombreux étrangers. Cette opération intervient dans un contexte de grande instabilité. Les forces kurdes, qui géraient depuis 2019 les camps et les prisons de l'État islamique, ont été contraintes de se retirer face à l'avancée de l'armée syrienne. Mercredi, les troupes de Damas sont entrées dans le camp d'Al-Hol, le plus grand centre de détention des proches des djihadistes. Ce camp abrite près de 24 000 personnes, dont plus de 6 000 femmes et enfants étrangers, issus de 42 nationalités, parmi lesquelles des Européens que leur pays refuse de rapatrier. Face au risque d'évasion et au vide sécuritaire, les États-Unis ont choisi de transférer une partie des détenus vers l'Irak. Bagdad affirme que tous les suspects, quelle que soit leur nationalité, seront jugés par la justice irakienne. Mais cette justice est connue pour sa sévérité. Dans le passé, des centaines de djihadistes, y compris étrangers, ont été condamnés à la prison à vie ou à la peine de mort. Entre impératifs sécuritaires et enjeux de droits humains, l'Irak se retrouve désormais en première ligne face à l'héritage explosif de l'État islamique. À Khartoum, la vie tente de reprendre au milieu des ruines. Après près de 3 années de guerre, la capitale soudanaise sort lentement du chaos. Entre bâtiments calcinés, services publics à l'arrêt et habitants qui reviennent prudemment, la reconstruction s'annonce longue et fragile. À Khartoum, la guerre a laissé une ville méconnaissable. Dans la cour du ministère des Finances, les herbes folles ont remplacé les fonctionnaires et des carcasses de voitures brûlées jonchent encore le sol.
Certaines zones restent minées, classées rouges par l'ONU. Pourtant, le gouvernement pro-armée a annoncé son retour dans la capitale après 3 ans d'exil. Les rues principales ont été déblayées, quelques grues se dressent et certains bâtiments officiels ont été rénovés. Mais autour, les façades criblées de balles et des immeubles abandonnés rappellent la violence des combats. La guerre, qui oppose depuis 2023 l'armée aux forces de soutien rapide, a fait des dizaines de milliers de morts et forcé des millions de personnes à fuir. Plus d'1 million sont revenus, souvent des hommes, laissant leur famille à distance. Dans un carrefour dévasté, Halim, vendeuse de thé, a repris son petit commerce. Mais elle gagne 3 fois moins qu'avant. Les clients manquent comme l'argent. L'aéroport est fermé, les grandes entreprises hésitent à revenir et l'électricité comme l'eau reste instable. La nuit, les rues sont plongées dans l'obscurité et l'insécurité. Malgré tout, des bénévoles réparent un théâtre, des ouvriers nettoient un stade et des hôtels espèrent rouvrir. À Khartoum, la reconstruction a commencé, mais la paix, elle, reste encore fragile. À Davos, Donald Trump change de registre sur le Groenland. Le président américain renonce pour la première fois à l'usage de la force tout en réclamant des négociations immédiates sur une possible acquisition du territoire. Une désescalade de façade suivie de près par le Danemark, l'OTAN et les habitants du Groenland. Donald Trump change de ton. Après des semaines de déclarations agressives sur le Groenland, le président américain a annoncé à Davos le cadre d'un futur accord et levé ses menaces commerciales et militaires. Pour la première fois, Donald Trump a explicitement exclu le recours à la force pour mettre la main sur le territoire autonome danois. Mais dans le même temps, il a exigé l'ouverture de négociations immédiates en vue d'une acquisition du Groenland par les États-Unis. Une marche arrière partielle, saluée par les marchés financiers, mais accueillie avec prudence au Danemark et avec méfiance sur l'île arctique. Selon un récent sondage, 85% des Groenlandais sont opposés à tout rattachement aux États-Unis. Donald Trump affirme avoir élaboré, avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le cadre de discussion portant sur la sécurité de l'Arctique. Objectif affiché, empêcher tout accès économique ou militaire de la Russie et de la Chine. L'OTAN insiste toutefois sur un point central. Aucun compromis sur la souveraineté danoise n'a été envisagé. Copenhague rappelle que Mark Rutte ne peut négocier au nom du Danemark et fixe une ligne rouge claire sur l'intégrité du royaume. Les discussions portent désormais sur une possible négociation de l'accord de défense américano-danois de 1951 et sur un renforcement de la sécurité dans l'Arctique avec une contribution accrue des pays européens de l'Alliance. À Davos, plusieurs dirigeants ont mis en garde contre une diplomatie fondée sur le rapport de force. Le chancelier allemand a rappelé qu'un monde où seule la puissance compte reste dangereux, notamment pour les États de taille moyenne. En renonçant à la force, tout en réclamant les négociations immédiates, Donald Trump tente de reprendre l'initiative. Reste à savoir jusqu'où cette désescalade pourrait aller et à quelles conditions. Encore à Davos, Donald Trump joue l'apaisement sans renoncer à bouleverser l'ordre mondial. Après avoir reculé sur le Groenland, le président américain lance son très controversé Conseil de paix, une initiative diplomatique parallèle qui inquiète les Européens et divise les alliés occidentaux. C'est un retournement de situation spectaculaire. Après des semaines de menaces sur le Groenland, Donald Trump a annoncé à Davos le cadre d'un futur accord avec le Danemark, mettant fin à l'escalade qu'il avait lui-même déclenchée. Le président américain a aussi lancé son Conseil de paix, un nouvel organe diplomatique voulu par Washington, en concurrence directe avec les Nations unies. Il a signé à Davos la charte fondatrice du Conseil de paix, quelques instants après avoir assuré que cette instance qu'il a créée travaillerait en coordination avec les Nations unies. Félicitations, président Trump, la charte est maintenant en vigueur et le Conseil de paix est désormais une organisation internationale officielle, a déclaré Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, lors de cette cérémonie, en présence d'un parterre d'une vingtaine de dirigeants ayant accepté l'invitation de Washington à rejoindre le Conseil. Le ticket d'entrée pour un siège permanent est d'1 milliard de dollars. Environ 35 pays ont déjà accepté de participer, principalement au Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite et le Qatar.
Mais Londres, pourtant allié clé de Washington, a annoncé qu'il ne signerait pas. La France a également refusé d'adhérer. Le projet inquiète d'autant plus que Donald Trump affirme avoir invité le président russe Vladimir Poutine alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Donald Trump rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui redoute un affaiblissement du soutien international à Kiev. Sur le Groenland, l'OTAN joue les équilibristes. Son secrétaire général, Mark Rutte, évoque un renforcement collectif de la sécurité dans l'Arctique face à la Russie et à la Chine, tout en assurant que la souveraineté danoise n'est pas négociable. Berlin et Bruxelles appellent, eux, à la prudence. Le chancelier allemand Friedrich Merz met en garde contre un monde dominé par la seule loi de la puissance. Et le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, accuse Donald Trump de fragiliser des décennies d'alliance. À Davos, la diplomatie mondiale se joue désormais aussi à l'ombre du Conseil de Trump. En note finale, et en Afghanistan, même la mémoire est désormais sous surveillance. À Herat, le musée consacré à la résistance contre l'occupation soviétique a été partiellement réanimé depuis le retour des talibans au pouvoir. Un lieu de mémoire devenu aussi le reflet d'une réécriture idéologique de l'histoire. Sur les hauteurs de Herat, un bâtiment en mosaïque bleue raconte une guerre fondatrice, celle qui, entre 1979 et 1989, opposa les moudjahidines afghans à l'armée soviétique. Dans les jardins du musée, un avion de chasse, des chars et des hélicoptères rappellent la violence de l'occupation. À l'intérieur, des scènes peintes et des figurines racontent la résistance, les souffrances des civils et la lutte pour l'indépendance. Mais depuis le retour des talibans au pouvoir, ce lieu n'est plus le même. Les visages des personnages ont été effacés, yeux, bouche et nez ont disparu, recouverts de plâtre. Même les animaux ont perdu leurs traits. Selon l'interprétation rigouriste de la loi islamique par les autorités talibanes, la représentation d'êtres vivants est interdite. Une règle appliquée par la suite dans les musées, les espaces publics et la culture. Autre symbole de ce changement, une galerie autrefois consacrée au grand chef de la résistance est désormais vide. Les portraits d'Ahmad Shah Massoud ou d'Ismail Khan ont disparu. Le musée est aussi plus silencieux. Les femmes n'y sont presque plus admises et les familles se font rares. Pour Saad-Eddin, ancien combattant, ce lieu reste essentiel. C'est ici que reposent nos souvenirs, dit-il. Mais ces souvenirs sont désormais filtrés. À Herat, la guerre contre l'Union soviétique est toujours commémorée, mais son histoire, elle, est de plus en plus remodelée. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.